L'intelligence artificielle sert à percevoir, raisonner et agir. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire analyser des contenus, par exemple des images, des textes, traduire des textes d'une langue à une autre, reconnaître la parole pour tout un tas d'applications. Il y a beaucoup d'applications bien sûr dans les transports, la sécurité routière pour l'assistance à la conduite, qui réduit les collisions de 40% d'après les dernières statistiques. Beaucoup d'applications en médecine, l'analyse d'images médicales par exemple. Beaucoup d'applications bien sûr dans les services en ligne pour la sélection d'informations, pour le tri d'informations, la recherche, etc. Alors à l'heure actuelle, elles sont très performantes, mais dans des domaines très étroits. C'est-à-dire qu'elles peuvent, avec des performances assez extraordinaires, reconnaître des espèces d'insectes, de plantes ou d'oiseaux simplement à partir d'une image, avec une performance supérieure à la plupart des humains, traduire une centaine de langues entre elles, avec des contresens, mais bon, quand même, c'est très utile. Effectivement, détecter des obstacles, des piétons, etc. Donc ce sont des tâches très étroites, détecter des tumeurs dans des images médicales, avec une fiabilité très bonne. Mais ce sont des tâches très étroites. Donc on n'a pas encore la science ni la technologie pour faire des machines dont l'intelligence serait un petit peu plus flexible et générale, à la manière de l'intelligence des animaux et des humains. Ces travaux sont en fait inspirés des neurosciences, de ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau, mais ce n'est pas une copie au même titre que les avions ne sont pas une copie des oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux et les avions utilisent le même principe sous-jacent pour voler, l'aérodynamique, mais les détails sont très différents. Donc c'est un petit peu la même chose. Les réseaux de neurones artificiels qu'on utilise dans les systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui sont inspirés du cerveau, c'est-à-dire ce sont des programmes d'ordinateur qui simulent des réseaux de millions de neurones connectés entre eux avec des dizaines ou des centaines de milliards de connexions. L'apprentissage procède par modification de l'efficacité de ces connexions, ce qui est similaire à ce qu'on observe dans le cerveau, où l'apprentissage procède par modification des efficacités des connexions entre neurones. Mais l'analogie s'arrête là, c'est-à-dire que ces neurones sont extrêmement simplifiés par rapport à ce qu'on observe dans la nature et les détails sont très différents. Alors conscience, non, en tout cas pas tout de suite. Il ne fait aucun doute qu'à terme, ça va probablement prendre des décennies, on arrivera à produire des machines dont l'intelligence sera égale ou peut-être supérieure à l'intelligence humaine dans à peu près tous les domaines. Ça ne fait pratiquement aucun doute. La conscience est quelque chose qu'on ne sait pas très bien définir, donc c'est un petit peu difficile de savoir ce que c'est. Peut-être qu'on peut assimiler la conscience à la capacité à avoir un modèle de soi-même, de son rôle dans le monde, etc. Il est très possible que les machines, à partir d'un certain degré d'intelligence, auront ce type de conscience. Par contre, les machines auront des émotions, ça ne fait aucun doute. Les émotions sont d'une certaine manière une conséquence de l'anticipation de certains résultats. On a par exemple un sentiment de peur quand on n'est pas sûr du résultat d'une situation qui nous concerne. Il y a une certaine probabilité pour qu'elle soit négative. Donc on a un sentiment de plaisir ou satisfaction quand on a abouti à un but. Quand on aura des machines dont la fonction n'est pas déterminée de manière intuitive ou directe, instinctive si vous voulez, c'est-à-dire que si on fait aujourd'hui une voiture qui peut conduire sur l'autoroute, bon, c'est très simple, il suffit qu'elle tourne au volant à gauche quand elle se dévie un peu sur la droite, etc. Donc les actions correspondantes à certaines situations sont directes. Mais dans le futur, on fera des machines dont l'intelligence est autonome, dont la fonction n'est pas directement apprise, mais pour lesquelles on donne une espèce d'objectif à long terme, sans dire à la machine comment satisfaire cet objectif. Ces machines auront une intelligence autonome et auront des émotions comme conséquence de leur capacité à anticiper et de leur capacité à satisfaire ces pulsions, en fait, qui veut dire optimiser cet objectif. Alors, comme toute technologie, l'intelligence artificielle peut avoir des effets bénéfiques et des effets néfastes. Il faut se prévenir des effets néfastes, il faut les anticiper pour éviter qu'ils arrivent. Ce qui nous sauve de ces effets néfastes, c'est la force de nos institutions démocratiques qu'il faut protéger.
Et ce qu'on constate, c'est que les effets néfastes sont principalement dans les sociétés où il n'y a pas ces institutions démocratiques. Donc c'est ça c'est la démocratie en fait qui garantit la bonne utilisation de la technologie. Les gens ne voudront pas accepter en fait des technologies qui ne leur sont pas profitables. Mais il faut voir quand même que l'IA sauve des vies déjà aujourd'hui, avec la sécurité routière, avec l'assistance à la conduite, avec les progrès de l'imagerie médicale, l'analyse d'images médicales par les systèmes d'IA, avec l'accès à l'information, l'éducation, etc. Donc il y aura beaucoup d'effets bénéfiques. Toute nouvelle technologie de communication dans l'histoire, y compris l'invention de l'imprimerie, a eu des effets bénéfiques à long terme, mais quelquefois néfastes à court terme. Par exemple, l'imprimerie a permis la diffusion des écrits de Luther et Calvin qui ont causé 200 ans de guerre de religion et de persécution en Europe, mais ils ont aussi permis la diffusion des lumières, des idées, etc. On peut dire que l'imprimerie globalement a eu un effet très bénéfique. C'est un petit peu pareil pour l'IA. Toute technologie en fait a des effets bénéfiques et néfastes. Alors oui, des compagnies comme Facebook et Google aujourd'hui sont complètement construites autour des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle qu'on appelle le deep learning. Tout ce qui est tri, filtrage d'informations, recherche, etc. Utilise massivement ces nouvelles méthodes. Ceci dit, le laboratoire que j'ai créé à Facebook, qui s'appelle Facebook AI Research, est un laboratoire de recherche fondamentale. Nous travaillons avec des groupes qui sont plus focalisés sur la recherche appliquée et sur l'ingénierie pour produire des systèmes qui utilisent vraiment l'intelligence artificielle pour la traduction, par exemple, le filtrage d'informations, pour l'aide aux non-voyants, par exemple, qui permet de produire une description d'une image, qui permet aux non-voyants de connaître le contenu d'une image. Ceci dit, on fait la recherche fondamentale, on publie tous nos résultats, on publie une grande partie de notre code, de nos programmes, pour permettre d'essaimer la recherche dans la communauté internationale, parce que le problème principal de l'IA, c'est qu'on n'a pas ni les bases scientifiques, ni la technologie pour réaliser les choses qu'on veut réaliser. Par exemple, des assistants virtuels intelligents qui nous aideraient dans notre vie de tous les jours. Donc pour ça, il faut faire progresser la science et faire appel à la communauté de la recherche internationale.